Avant tout, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Amédée Moirabou. Je suis journaliste. Je vais assurer la police de débat pendant cette conférence de débat. Mesdames, Messieurs, la conscience nationale congolaise vous a convié aujourd'hui à un débat sur un thème d'actualité. Le thème central de cette conférence de débat est le dialogue et après. Nous avons ici deux intervenants, le professeur Emmanuel Kabongo Malou, qui va décortiquer le thème central, et nous avons également M. Freddy Moulumba, qu'on ne présente plus dans le paysage audiovisuel congolais. Il est politologue, mais aussi vice-président du groupe de presse Le Potentiel, Radio et Télé 7. Cette conférence débat, c'est aussi une émission. Voilà pourquoi nous saluons tous les téléspectateurs de Télé 7. Messieurs, dames, nous voulons vous dire, avant de commencer, que c'est un débat libre entre intellectuels, entre Congolais. Donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions librement, sans passion, de manière que, au terme de ces échanges, nous puissions avoir une idée beaucoup plus éclairée sur les dialogues. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole d'abord à M. Freddy, qui va intervenir sur les dialogues intercongolais des Sun City, les leçons à tirer. M. Freddy, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Amédée. Je tiens aussi à remercier les amis qui ont accepté de venir débattre avec nous de la situation du pays. Je pense qu'ici, nous avons des gens qui étaient au dialogue intercongolais. Peut-être ils pourront apporter leur témoignage. Je veux tout simplement mettre un cadre pour permettre aux autres de s'exprimer. Et à la fin, je pourrais d'abord tirer les leçons du dialogue Sun City et enfin avancer certaines considérations d'ordre général. Ça fait les 3 points que je vais développer à travers mon exposé. Vous savez très bien que monsieur Eden Koyo est sur place. Il est en train de consulter pour qu'on mette en place le comité de préparation pour le dialogue national inclusif. Et il y a des petits problèmes qui sont là, mais nous pensons que ça va aboutir. Mais comme ce n'est pas le premier dialogue qu'on organise entre Congolais, ça sera le deuxième dialogue. Je pense qu'avant qu'on puisse en discuter, il faut d'abord tirer les leçons du passé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Sun City? Qui était acteur? Quels étaient les enjeux? Et comment ce dialogue a commencé? Je pense que pour la plupart des gens qui ont suivi les débats politiques depuis 2001-2002, depuis Kabila Père, ils savent très bien qu'il y a eu beaucoup de tentatives au niveau du président Kabila, le feu Laurent, pour essayer un peu de régler les problèmes internes. Ça signifie qu'il y avait tellement de pressions extérieures et des menaces. Comme nous disait, c'était un ancien maquisard, il savait d'où venaient les dangers. Il avait pensé qu'il fallait mettre d'abord les Congolais ensemble pour mieux affronter la guerre qui venait de l'extérieur, parce que lui, il avait identifié ce qui était à la base de la guerre. Il a lancé d'abord le débat national. Quand le débat national a commencé, il y a eu Tshisekedi et d'autres qui étaient d'accord, mais
ils ont posé des conditions parce qu'on avait mis en place un comité qui serait considéré comme CPP. C'est comité populaire, c'est quoi CPP? Pouvoir populaire. Donc ça a été un échec. Il y a même le secrétaire général de l'OIA qui s'appelait le Tanzanien Salim Ahmed, Salim, qui disait que les dialogues, pardon, les débats nationaux, c'est bon, mais ça ne peut pas résoudre la crise congolaise parce qu'elle est régionale et sous-régionale. Il estimait que le dialogue intercongolais était important parce que ce dialogue a été déjà précisé dans l'accord de Sun City, pardon, l'accord de Lusaka, juste après la guerre. Et de là où cet accord avait à peu près 3 objectifs, selon Ludo Martins. Pour lui, l'accord de Sun City, pardon, l'accord de Lusaka, c'était la négation de l'agression. Donc on a démontré que le Congo n'était pas agressé, il fallait que le pouvoir négocie avec les agresseurs. Donc, deuxième élément, on voulait liquider le régime nationaliste de M. Laurent Désiré Kabila. Troisième élément, c'était la division et la partition du pays. Et Mzee pensait que ce n'était pas à notre faveur. Il fallait à tout prix faire pour qu'on puisse revoir cet accord. Après tant de discussions, tant de pression, je pense qu'on est arrivé en passant par ce qu'on peut appeler l'Assemblée constituante. Il y a eu aussi tentative de voir la Constitution. On est arrivé à la Constitution nationale qui a été initiée par les religieux, les confessions religieuses, en particulier avec Marine Bodo qui était à la tête. Et Mzee pensait qu'avec cette consultation, on pouvait préparer les Congolais pour aller au dialogue. Et il avait demandé à ce qu'on puisse récupérer tous les militaires rwandais et ougandais qui étaient sur notre territoire. Mais malheureusement, je pense que lui comprenait les véritables enjeux de la guerre, mais les Congolais à l'interne ne comprenaient pas, parce qu'il y a eu des déclarations. On pensait que Mzee était un frein à la tenue du dialogue intercongolais. On ne pouvait pas résoudre cette crise, il fallait peut-être l'abattre. Il y a des déclarations que je vais vous lire de Louis Michel, l'ancien ministre des Affaires étrangères belge, et du président Ketumile Massiré. Louis Michel, d'abord je commence par Ketumile, il avait dit que le dialogue intercongolais se tiendra avec ou sans Kabila. Et du côté de Louis Michel, il a déclaré que les États-Unis ont mis la croix sur M. Kabila et ils attendent sa disparition pour investir de nouveau dans la sous-région. Donc pour eux, Kabila était un frein, il fallait l'abattre. On l'a abattu ici le 16 janvier 2001. Après sa mort, ce qui est curieux dans ça, je pense qu'il faut que les Congolais soient très, très regardants. Parce que l'assassinat de Mzee et de Lumumba, c'est pendant la période de transition. On dit période de transition en Amérique quand un président qui est élu va prendre la place de l'ancien président et l'autre va sortir de la Maison Blanche. On a assassiné Lumumba, c'était Aznauer qui était président et Kennedy devait entrer. C'est vers le 17, pendant cette période de transition, à peu près jusqu'au 20 janvier. On l'a tué le 17 et Mzee a été tué le 16. Donc, pour Lumumba, c'était John Kennedy qui entrait et Aznauer sortait de la Maison Blanche. Pour Mzee, on avait Bill Clinton qui sortait et Bush, fils, entrait. Et c'est dans cette période-là qu'on a liquidé nos dirigeants politiques. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut qu'on soit très lucide et attentif. Ce sont des périodes très difficiles pour nous et nous devons tirer beaucoup plus de leçons que d'éviter pour que l'histoire se répète. En tuant Mzee et l'arrivée du président Joseph Kabila, on a rouvert les négociations de Sun City. Je pense que beaucoup d'entre vous étaient à Sun City. Et les dialogues intercongolais ont pris du 25 février 2002
au 19 avril. Et là, ce qui est frappant, ce n'était pas les Congolais qui conduisaient ça. Je pense que nous avons suivi de plus près. C'était les étrangers, surtout les puissances occidentales, européennes, américaines. Donc, on a imposé aux Congolais, je dirais un peu l'accord global inclusif. Aucun Congolais n'a conçu ça. Mais malheureusement, la plupart des gens qui étaient partis là-bas, ce sont des jouisseurs. Au lieu de s'occuper du pays, ils étaient dans des boîtes de nuit. Ils cherchaient les femmes, ils ont bu. Entre-temps, les autres préparaient les coups contre notre propre pays. Résultat, on a imposé l'accord global inclusif. Ils sont arrivés à Kinshasa en criant victoire. Mais ça ne veut pas qu'ils étaient tombés dans un piège, parce que c'est que les puissances occidentales n'ont pas eu à travers la guerre, ils l'ont eu à travers les négociations sans cité. Donc on a utilisé les négociations pour avoir la main sur nous. C'est vrai, l'accord cadre, l'accord de Sun City a été une des solutions. Parce que malgré la présence multinationale et des puissances occidentales, il y a eu quand même certains résultats. Les premiers résultats, c'était l'accord lui-même qui a été signé. Le deuxième résultat, c'était la transition, le gouvernement de transition. On nous a collé une formule magique 1+4, du jamais vu dans l'histoire politique. On nous a mis les SIAT, le Comité international d'accompagnement de transition, mais au moins on a réunifié les pays. Ça, c'est au moins les résultats, selon un peu ma propre lecture, de ce que Sun City a donné. Mais je pense que pour se libérer, il faut quand même commencer par prendre conscience de son passé. C'est vrai, on a vécu la situation, il y a eu des acteurs. Il faut quand même parvenir à tirer des leçons. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon des accords de négociation de Sun City qui ont débouché sur l'accord Sun City? Je vous donne un peu la première leçon à tirer. L'accord global n'a pas résolu la crise congolaise. Il a permis que le Congo soit mis sous tutelle occidentale avec le Comité international d'accompagnement de la transition. 2. Les partis dits démocratiques ont perdu la bataille au profit des rebelles. Il y a eu partage de pouvoir entre le gouvernement, les mouvements de libération, ce qu'on appelle MLC, et le Rassemblement des Congolais pour la démocratie, RCD. 3. Les décisions ont été imposées par les puissances occidentales à travers 1+4. Parce qu'à travers ces 1+4, vous savez, le MLC a mis la main sur l'économie. Ce n'était pas un fait du hasard. Et le RCD sur les forces de sécurité et l'armée. Ce n'était pas aussi un fait du hasard. C'était quand même en prévision à quelque chose. Donc, c'est ça un peu les éléments que je peux dire, les leçons qu'on peut tirer. J'estime aussi que ça ne suffit pas seulement de tirer les leçons. Pour ma part, je voudrais avancer quelques considérations générales. Parce que tout ce que nous devons faire aussi, c'est voir ce qui pourra se passer après. Est-ce que réellement on va s'en sortir ou pas? On tire les leçons, on ne va pas seulement croiser les bras. Il faut que les élites congolaises réfléchissent, se préparent, parce que nous sommes dans un monde très, très, très violent. Et nos amis étrangers estiment que le Congo leur appartient depuis 1885. Ils ont droit sur nous. Donc nous devons nous préparer sérieusement à résister et à se libérer. J'avance quelques considérations. Ici, je prends les livres de Colette Brackman. Le livre a été publié en 1999, intitulé « L'enjeu congolais ». L'Afrique centrale après Mobutu.
Colette dit ceci. L'intérêt américain pour le Congo ne s'explique pas seulement par l'aversion que suscite l'imprévisible Kabila, donc Laurent Désiré Kabila, par la sympathie qu'inspire un personnage comme Museveni, ou par la nécessité de protéger les Tutsis du Rwanda du risque d'un autre génocide. Répétons-le, les ressources du Congo, qu'elles soient potentielles ou déjà en exploitation, se trouvent au cœur de l'enjeu. Et je pense que ce que Colette a écrit en 1999 reste valable jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui crient alternance, démocratie, développement doivent se rendre compte. L'enjeu ici, ce n'est pas notre bien-être. L'enjeu ici, ce sont des grandes puissances, surtout occidentales, qui veulent mettre la main sur nos matières premières pour empêcher la Chine d'accéder à la matière première. Donc, dans tous nos débats, il faut qu'on soit conscient de cet élément, au lieu de penser tout le temps à s'échemailler comme des enfants. Deuxième considération. Ici, je prends le livre qui a été publié par Henry Kissinger en 2013. Malheureusement, ce livre n'est pas publié, n'est pas encore publié en français, n'est pas traduit en français. C'est intitulé The World Order. Donc, on peut dire l'ordre mondial. Je pense que le monde est entré dans une nouvelle ère, tandis que les Congolais, les élites congolaises ou africaines restent accrochées au schème intellectuel de la guerre froide. La lutte contre le radicalisme islamique et les cybercriminalités a relégué au second plan les débats sur la démocratie, la bonne gouvernance ou l'état de droit. Derrière toutes ces luttes se trame un nouveau partage du monde entre les puissances émergentes et les puissances occidentales. Je pense que si vous suivez ce qui se passe en Syrie, beaucoup d'élites congolaises devraient quand même réfléchir. La Syrie aujourd'hui est déjà partagée entre la Russie et les puissances occidentales, de l'Amérique en particulier, et trois puissances régionales, l'Iran, l'Arabie saoudite et la Turquie. Donc la Syrie, c'est fini. Je pense qu'au bout des négociations, on va se les partager entre ces cinq puissances régionales et mondiales. Donc c'est aux Congolais d'être très, très, très attentifs, au lieu de passer le temps à se chamailler comme des enfants, pensant qu'on va vous laisser tranquille. Troisième considération. N'est-il pas temps que l'élite congolaise prenne son autonomie intellectuelle en cessant de servir des champs d'expérimentation pour les idéologies les plus désincarnées, parfois même les plus folles et les plus antinaturelles sorties des cerveaux occidentaux? N'est-il pas enfin temps que les Congolais se prennent en charge et qu'ils cessent de tout attendre de l'extérieur? Cette idée a été donnée par un Français, je pense que c'est Lacan, qui a publié un ouvrage, l'Afrique, osons dire la vérité à l'Afrique. C'est un blanc. Quatrième considération. S'agissant de la démocratie et de la bonne gouvernance, les Africains, les Congolais et les Africains doivent se rendre compte qu'il serait un leurre de continuer à singer la démocratie occidentale. L'Afrique regorge d'une démocratie où la décision est consensuelle et évite de diviser le peuple en deux parties, permettant de créer un climat de confiance et de prospérité. Ça, je l'ai tiré de Paul Fokam, c'est un Camerounais. Il a publié un livre, Quelle Afrique à l'horizon 2050. Enfin, je prends, comment on appelle, Eden Kodjo, qui est actuellement les facilitateurs. Il a publié un ouvrage sur, donc, intitulé Demain l'Afrique. Dans Demain l'Afrique, il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé,
que je voudrais un peu vous lire. C'est signé par Eden Kodjo. Il dit ceci: l'histoire enseigne que maintes hommes d'État et de science ont rêvé à de grandes ambitions pour leur peuple et agi pour forcer les destins au cours de leurs aventures terrestres, à travers leurs luttes politiques et leurs démarches intellectuelles. Il doit en être de même pour l'Afrique qui, face à un monde en pleine imitation, au redéploiement des forces de la planète de l'émergence de la société bio-informatique de demain, doit opérer une indispensable renaissance pour apparaître comme une force à l'établissement d'un véritable équilibre sur la Terre. Je pense que ce que Eden Kodjo parle de l'Afrique est valable aussi pour le Congo. Le monde est en pleine imitation. Les peuples qui ne seront pas organisés payeront cher. Ils seront des esclaves sur leur propre territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances qui émergent, il y a des puissances qui déclinent, et le combat, c'est un combat de titans. Il n'y a pas d'état d'âme, ce sont les intérêts. Si les élites africaines et congolaises ne s'organisent pas, je pense que nous risquons un jour de nous réveiller ici. Nous sommes une colonie des multinationales occidentales parce que ce ne sont pas encore les États qui dirigent le monde aujourd'hui. Ce sont les multinationales, surtout occidentales, qui sont trop, comment dirais-je, trop dangereuses parce qu'elles, c'est l'argent. D'ailleurs, je vois souvent des Congolais qui pleurent souvent quand les Occidentaux nous vendent des armes ou bien vendent des armes à d'autres personnes, aux pays africains. Ces gens, l'Occident, son économie a été construite sur base de l'armement. Donc, sans guerre, l'économie occidentale ne peut pas tenir debout. D'ailleurs, vous le voyez, le président Hollande vient de vendre quelques armes sous-marins à l'Australie. C'était la fête à Paris. Même sur France 24, les gens étaient très contents en disant on a créé des emplois. Or, ces emplois, c'est pour aller tuer les gens. Donc, nous sommes dans une autre logique. Nous devons revoir vite notre façon de voir le monde, notre vision du monde, notre façon de réfléchir. Si nous estimons qu'on nous aime bien par les Noko, espérons que nous allons encore connaître un autre esclavage, mais cette fois-ci, ça sera pire, parce qu'ils peuvent facilement nous tuer tous et prendre nos matières premières. Je vous remercie. Merci beaucoup. Là, nous allons passer la parole au professeur Kabongo Malou, qui lui va exposer sur le thème central qui est le dialogue et après. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Je voudrais, comme le premier intervenant, remercier nos invités. Et je prendrai 2 ou 3 minutes pour parler de ce mouvement de la conscience nationale qui organise ce premier cycle de conférences. Donc, ce mouvement dit de la conscience nationale congolaise, CNC en cycle, est fondé sur base d'un certain nombre de convictions mondialement reconnues, à savoir qu'un peuple n'existe que quand il est acteur de l'histoire, et qu'un peuple est acteur de l'histoire quand il est convaincu qu'il est propriétaire du sol et de son sous-sol, et qu'il doit en vivre heureux, et que ce peuple ne peut en être heureux que s'il est capable d'entreprendre, d'améliorer son sort ici-bas, et qu'il peut améliorer ce sort ici-bas en faisant ce que font tout le monde, ce que fait tout le monde, à savoir la lutte collective. Une lutte collective adaptée et aménagée en fonction des enjeux et des circonstances. Dans tous les pays du monde, c'est le peuple qui, quand il n'a pas touché son salaire, il fait la grève de travail. Quand il voit que l'espace politique lui échappe, il fait ce qu'on appelle la grève politique, des pétitions, il fait des manifestations. Il ne reste pas main croisée en disant qu'il a laissé tout l'espace aux politiciens, parfois non élus,
qu'il a laissé l'espace à la société civile. Non, la société civile, c'est lui. Donc, je voudrais dire ici que notre mouvement, la conscience nationale, est basé sur ses convictions et que nous disons à notre peuple, qui est reconnu comme peuple souverain dans notre constitution, qu'il doit jouer son rôle d'acteur de l'histoire, de maître de son destin, et qu'il ne doit pas lâcher ses destins dans les mains des hommes politiques qui, parfois, et de toute évidence, ne pensent pas à lui. Et pour qu'un peuple puisse devenir acteur de l'histoire et maître de son destin, il est important qu'il soit informé des enjeux. C'est ça le rôle des élites, c'est d'informer le peuple des enjeux à tout moment. Lui dire, voilà, ce qu'il y a dedans, ce qui se cache ici, et comment on peut changer les choses. C'est pour cela que j'ai accepté, en tant que secrétaire général de ce mouvement et porte-parole, de venir discuter avec vous, à la suite de M. Freddy, notre coordonnateur, sur les dialogues et après les dialogues. Donc, à la suite de ce que M. Mouloumba a dit, moi, je voudrais ajouter quelques petites choses. Nous disons ceci, que le dialogue, s'il doit avoir lieu, ne doit pas être réduit à des problèmes de gestion courante qu'assure un gouvernement. Que ce dialogue, en tant qu'espace d'interaction des plénipotentiaires, doit avoir levé de grandes options sur ce que nous voulons de notre Congo. Parce que le Congo aujourd'hui n'est qu'un bouquet des impuissances, comme disait mon ami et grand frère Biyoya. C'est vraiment un bouquet des impuissances. Et je pense que Freddy a donné quelques indications sur ces pays impuissants. Moi, je vais appuyer en disant ceci. La première chose, notre pays, depuis 56 ans, vit avec un budget d'esclaves. Si nous considérons le budget national comme l'expression financière des moyens pour le développement, notre budget, depuis 56 ans, est un budget d'esclaves. Il est parti de quelques millions de dollars. Aujourd'hui, on parle de 5, 7, 8 milliards de dollars. Mais ces budgets-là, en termes absolus, ne peuvent pas développer un pays. On ne voit pas comment un pays de 80 millions de personnes, sur 2 millions de kilomètres carrés, peut être développé avec un budget corruption de 4 milliards de dollars par an. Parce que l'allocation signifie que l'allocation absolue qui est destinée à un Congolais, c'est 50 dollars par an. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que avec une telle gestion, avec un tel budget, c'est comme ça qu'on fabrique des peuples esclaves. Les Bushmen en Afrique du Sud, les aborigènes en Australie, les Indiens aux États-Unis ne sont pas devenus ce qu'ils sont là-bas, des peuples mineurs, marginalisés, mis dans des réserves parce qu'on a poussé avec les armes. Non, parce qu'on a réduit les moyens de leur survie. Parce que l'allocation universelle pour leur survie, leurs coûts de la vie n'ont pas été pris en charge. Quand un peuple n'accède pas à la nourriture, n'accède pas à l'électricité, n'accède pas aux soins médicaux, sur une longue durée, il devient un peuple mineur, il perd les ambitions. Il devient un peuple domestique dans la sous-région. Cela est d'autant plus grave qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez un pays comme l'Angola, 22 millions de personnes, la moitié de notre superficie, avec un budget de 85 milliards de dollars. Donc l'Angola disponibilise sur chaque Angolais pas moins de 5 000 dollars l'an. Le Gabon ici a un PIB de 9 000 dollars par tête d'habitant. Le Congo d'en face, le Congo-Brazzaville, disponibilise pas moins de 3 000 dollars par tête d'habitant. Alors que le Congo ici, où nous sommes, on nous parle encore de 300 à 400 dollars par tête, comme produit intérieur brut par tête d'habitant. Avec un budget corruption de 8 milliards nominalement, mais qui en réalité est réalisé, exécuté à 4 milliards. Donc, quand vous regardez tous ces pays de la sous-région, l'Angola, 85 milliards, avec un produit intérieur brut de 380 milliards de dollars. Quand vous regardez l'Éthiopie, avec un produit intérieur brut de 280 milliards de dollars. Quand vous regardez le Nigeria, avec 600 milliards de dollars, l'Afrique du Sud avec 450 milliards de dollars, et vous revenez ici, vous entendez le Premier ministre nous dire
que pour une fois, nous avons atteint un produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble de nos productions, de nos ressources, à 40 milliards, vous dites, voilà, comment on fabrique au Congo un peuple domestique de toute l'Afrique noire. Ce n'est pas par hasard si, aujourd'hui, tous les Congolais, chassés de Brazzaville comme des chiens, tabassés, pillés, tués, aujourd'hui rentrent à Brazza. Parce qu'à Brazza, l'allocation universelle est de 3 000 $ par tête d'habitant, ce qu'on appelle le produit intérieur brut par tête d'habitant. Ça signifie qu'il n'y a plus de pression pour manger, pour prendre son petit déjeuner. Il n'y a pas de pression pour avoir du courant. Il n'y a pas de pression pour avoir de l'eau à boire. Mais au Congo, nous sommes le seul pays, en Afrique noire, ici, à se réveiller le matin, à se demander, est-ce que maman foufou, ce n'est pas possible. À ce rythme-là, nous avons fait, ça fait 50 ans, nous allons devenir comme les Indiens aux États-Unis. Déjà, je vois que beaucoup de mes amis quittent la ville, incapables de louer une maison à 50 $. Ils sont en train d'aller vers Kassamoulou, d'aller vers Maluku, parce qu'ils ne sont pas capables de louer une maison à 50 $. C'est un phénomène très généralisé. Donc, l'exemple que ce que je veux dire, c'est que avec un budget de 3-4 milliards, même 8 milliards, 80 millions de personnes sur 2 millions de kilomètres carrés, ça signifie que vous avez une femme, 8 enfants, et vous louez une maison de 2 chambres, et cette maison te coûte 50 $, et vous avez un salaire, n'est-ce pas, de 100 $, et puis vous payez 50 $ de la maison, vous payez l'eau et l'électricité, il te reste 30 $, et chaque fois qu'on te demande, tu dis, non, non, ça va chez moi. C'est-à-dire, tu as des enfants qui ne vont pas à l'école, tu as des enfants qui ne mangent pas, qui meurent chaque jour, et toi, tu as toujours le temps de dire, ça va chez moi. Et c'est comme ça que dans les sociétés mondiales, on aura les peuples idiots, on aura les peuples domestiques, on aura les peuples incapables de survivre. Et c'est ça que je voulais attirer l'attention. J'attire cette attention aussi par le fait que, depuis plusieurs années, nous avons entendu ici, dans ces pays, des économistes. Je me rappelle qu'après le séminaire de coulage sur les recettes, j'ai entendu le professeur Moukoko Samba qui disait, mais on peut, dans ces pays, avoir un budget de 20 milliards de $, 30 milliards de $. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? J'ai entendu il n'y a pas longtemps le docteur Tchani dire, qui est un candidat à la présidentielle, dire que nous pouvons dans ces pays rapidement avoir un budget de 75 milliards de $ et avancer comme l'Angola. Donc, ces pays-là ont des ressources. Si la seule façon de tuer un peuple, c'est justement de ne pas disponibiliser les moyens pour sa survie. Et ça dure trop longtemps et notre peuple fait semblant de l'ignorer. Et c'est pour cela que moi, j'ai dit, si nous devons avoir ces dialogues, il faut que ces dialogues, en tant qu'espace de plénipotentiaire, lèvent des options pour dire que les ressources du Congo doivent servir aux Congolais. Et si ce n'est pas fait, que vous puissiez vous prendre en charge. L'option, c'est là. C'est de mourir comme des souris, à petit feu, comme nous mourons là. Ou c'est de se mettre dans la rue et dire non, il y en a marre. Les derniers rapports de Tabombeki, qu'on appelle les rapports, n'est-ce pas, des rapports de haut niveau sur l'évasion des ressources en Afrique noire, signalent qu'il y a chaque année l'équivalent de 80 milliards de $ qui quittent l'Afrique centrale, dont spécifiquement la RDC. Donc, ce pays-là est capable d'avoir des ressources, de les disponibiliser pour faire un développement. Et si vous, peuple, vous ne vous prenez pas en charge pour dire non à ces génocides, ça c'est ce qu'on appelle la bombe froide, la bombe atomique froide. Les gens meurent de faim. Les gens n'envoient pas les enfants à l'école. Et vous trouvez à côté un discours d'imposture où les gens vous disent que tout va bien. Non. Il faut que si ce dialogue a lieu, et nous souhaitons qu'il ait lieu, qu'on puisse trouver le moyen d'élever les options pour dire nous n'acceptons, nous trouvons illégitime qu'un gouvernement ne soit pas capable d'agglomérer les moyens pour faire le développement du Congo et qu'il nous amène des budgets croupions. Nous n'acceptons pas ça. Désormais, tout gouvernement digne de ces pays, digne d'un Congo, sera un gouvernement qui nous proposera des budgets équivalents
à la sous-région. Et on citera l'Angola, on citera l'Éthiopie, on citera le Congo-Brazzaville, tous ces pays qui ont des budgets qui démontrent qu'on peut, n'est-ce pas, disponibiliser les ressources, n'est-ce pas, pour faire le développement. Parce que sans ça, tout le reste aussi, c'est du mensonge. Tout le reste. Si un papa qui gagne 100 $, on amène chez lui que 20 $, c'est-à-dire qu'il tue sa femme et ses enfants. Il ne fait rien d'autre. Et son peuple là, et je vous dis sur la longue durée, regardez les Congolais, ont perdu beaucoup d'ambition. Nous sommes devenus un peuple qui se réveille le matin basé sur des petites choses à cause de ces ambitions qui sont réduites à partir de la disponibilisation de moyens. Donc, bon, nous disons, c'est bien d'avoir un dialogue, mais ce dialogue devra lever des grandes options sur le moyen à mettre pour le développement du Congo. L'une des conséquences de ces budgets corruptions, c'est-à-dire de cette gestion d'esclaves, est qu'au Congo, il n'y a pas d'identité collective. Il n'y a pas d'identité nationale congolaise. Chaque fois qu'on en parle, vous trouvez des gens qui vous disent « Mais regardez comment on appellerait Wemba. Tout le monde était dans la rue, on était content. Et regardez comment on chante la rumba, regardez comment on boit la baie. » Il dit oui. Tout ça, ce sont des manifestations mineures. L'identité est basée sur un socle. Le socle, c'est le sol. Si un peuple n'est pas capable de prendre une machette, une arme pour défendre son sol, il n'a pas d'identité. L'identité géographique, c'est ce sol-là qui vous donne l'identité. Et si vous n'êtes pas capable de la défendre, vous n'êtes pas un peuple avec identité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'alarme doit être sonnée. Nous dormons ici. Hier, c'était le Rwanda qui faisait ceci, enfin, l'Ouganda. Mais aujourd'hui, même le Sud du Soudan, tous nos frères de Kisangani le savent, le Sud du Soudan sont en train, les entités administratives sud-soudanaises entrent chez nous, enlèvent les bornes, chassent les gens pour dire non, non, allez, bougez. C'est chaque jour que ça se fait. Et nous sommes ici à Kinshasa, ici, en train de dire nous sommes souverains. Nos frontières sont bougées chaque jour. Et nous disons nous sommes souverains. Les gens entrent ici, l'Angola puise tout le pétrole du plateau continental. Tout le monde ne peut pas dire nous sommes souverains. Ce n'est pas normal. Tout ça à cause de quoi? À cause de ce qu'on peut appeler cet accord, l'accord cadre de coopération de l'Addis Abeba. Les gens en parlent. Je crois que l'une des conséquences de tout ce qui est arrivé, que Freddy n'a peut-être pas souligné, c'est l'avènement de cet accord cadre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le lisent, mais moi je le lis tout le temps. Cet accord cadre qu'on appelle l'accord cadre d'Addis Abeba là, déspatialise le Congo, dépatrimonialise le Congo. Le Congolais n'a pas d'espace. C'est dit dans cet accord que les frontières congolaises sont protégées par les pays qui nous entourent, qui en retour ont la main sur nos ressources. Lisez cet accord. Et c'est pour cela que chaque fois que nous parlons chez nous, vous trouvez 10 personnes qui nous entourent. Tout le monde envoie un délégué. Dès que nous parlons ici, on nous envoie des délégués. 10 personnes. Ce sont tous des signataires de l'accord cadre. Regardez cet accord-là. Ce sont ces gens-là, ils sont après le comité d'accompagnement sur cet accord cadre. Un pays ne peut pas être soumis à autant d'iniquité sans qu'il ne se réveille à un moment donné dans ces pays-là ce qu'on appelle un nationalisme farouche. Les gens l'oublient parfois. Le nationalisme en Allemagne avec Hitler est né à cause de ces accords iniques où l'Allemagne était considérée comme le pays qui devait payer tout ce qui s'était passé avant. Et les gens se sont réveillés pour dire non, nous n'avons pas besoin d'arriver à ça, mais nous devons nous réveiller. Et je pense qu'il est temps qu'en arrivant dans ces dialogues, qui est encore soumis sous l'accord cadre, pour dire non, mettons fin à tout ça. Mettons fin à cette prédominance de l'étranger sur le Congolais. Je voudrais terminer en parlant de ce qu'on a, ce que un professeur camerounais qui enseigne en Afrique du Sud appelle l'imaginaire de la mort. Nous sommes le seul pays, enfin un des rares pays au monde, où les gens sont arrêtés, mis en prison, même tués parce qu'ils ont dit, ou parce qu'il a manifesté,
ou parce qu'il a caillassé. Il est mis en prison, arrêté, il finit par mourir. Ça existe où? Ça, cet imaginaire de la mort ne peut pas conduire un pays à vivre. Dieu n'a pas créé les gens, Dieu a créé par les gens par la parole, et la parole reste l'élément fondamental de toute expression. Si les gens sont arrêtés parce qu'ils ont dit, les gens sont arrêtés parce qu'ils ont écrit, les gens sont arrêtés parce qu'ils ont manifesté, alors on va où? Il faudra trouver le moyen de mettre fin à cet imaginaire de la mort. Ce n'est pas parce qu'un journaliste a écrit, ce n'est pas parce qu'un homme politique a manifesté, ce n'est pas parce que la société civile s'est mise dans la rue qu'il y a eu mort d'homme. Non. Une société, à un moment donné, doit se prendre en charge, dire non, arrêtons. Arrêtons de nous malmener inutilement. Nous ne sommes pas des esclaves des uns et des autres. Il n'y a pas ici des gens qui sont nés pour nous monter comme des chevaux. Ça doit s'arrêter. Alors, il y a aussi, ce qu'il faut le dire, que beaucoup de choses arrivent dans ces pays, une prédominance des étrangers, où on voit des gens qui occupent des postes, des fonctions, dans la fonction publique, dans des sociétés, on dit mais ils viennent d'où? Ils sont des coopérants, il n'y a pas de compétences congolaises. Ça dénature un peuple. C'est ce qu'on appelle la castration sociale d'un peuple. Nous sommes quand même 80 millions, nous sommes un peuple sur qui le monde compte pour changer beaucoup de choses de façon heureuse. Mais si on nous malmène comme ça, parce qu'un peuple, comme disait le professeur Wamba Diawamba, un peuple ne peut pas être tué physiquement, non, mais il peut être meurtri au point où il n'est plus capable d'avoir des ressorts vitaux, au point où il ne peut plus capable de se remettre debout. Et ça, c'est ça le danger. Et je crois qu'il est temps que ce Congo des impuissances soit arrêté. Et nous disons, quand nous sommes venus discuter avec vous, c'est pour vous dire que par tous les moyens, nous devons trouver le moyen d'introduire tous ces points ici, dans ce dialogue-là. Qu'on ne doit pas nous amener au dialogue pour parler tout simplement des élections, des choses courantes qui doivent gérer un gouvernement. Non, nous devons lever les options sur le Congo que nous voulons demain. Après ce dialogue-là, qu'est-ce que nous voulons être? Nous ne voulons plus être des esclaves de qui que ce soit. Nous ne voulons plus être gérés comme, n'est-ce pas, comme disait Mutombo Mbuichi, les chaînes de mon maître mangent plus que moi. Non. Nous voulons être gérés comme des humains, avec des moyens disponibilisés par des gens compétents, et par des gens nationalistes et conscients de leurs responsabilités historiques. Voilà, mesdames et messieurs, ma petite contribution à cette discussion. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons passer maintenant à la deuxième séquence de ces débats. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est un débat libre. Tout le monde a le droit de poser une question ou de faire une intervention. Mais restons dans le cadre de notre débat. Le thème, c'est le dialogue et après. Là, nous venons d'enregistrer les deux interventions. À vous maintenant de poser des questions aux intervenants ou d'émettre un point de vue sur un aspect de ce thème. Merci beaucoup. Je vais prendre une série de questions, une série de 5 interventions. Essayez d'être précis et concis et déterminer à qui vous posez la question. Ma contribution porte sur 2 témoignages de politiciens, un français, l'autre congolais. Je m'appelle Mouissa Camus, je suis journaliste depuis 63 ans, j'ai 84 ans d'âge et voilà. Il y a quelques années, le président Chirac avait dit que l'Afrique n'est pas encore prête pour la copie conforme du système politique occidental. Les sentiments régionalistes et ethniques sont encore trop présents dans les esprits. Quand quelqu'un est élu, toute sa région veut en profiter et attend beaucoup de lui parce qu'il est devenu autorité. La deuxième appréciation, c'est de Feu Bomboko. Lorsqu'on lui a posé la question,
de la nouvelle classe politique congolaise par rapport à l'ancienne. Sa réponse a été ceci. Il a dit exactement que nous avions voulu, en demandant l'indépendance, voir un pays bien structuré, bien organisé, qui créerait des conditions favorables pour que chacun s'épanouisse selon ses talents. Un pays où il ferait bon vivre, où l'on mangerait à sa faim et où on trouverait toutes sortes de facilités et de commodités. Or, aujourd'hui, la nouvelle classe politique a copié au fait toute la gabegie de l'ancienne classe politique. Je vais donner un exemple concret. En 63 ans de journalisme, j'ai formé 100 journalistes, dont 7 sont devenus ministres, 2 députés nationaux et 9 éditeurs de journaux. Quand mon ami et condisciple Jean-Jacques Kandé est mort il y a 3 ans, j'ai écrit au Premier ministre pour dire que, voilà, Kandé, qui a été un grand ministre de l'information, il est mort dans la misère. Et moi, je reste là, sans statut, je vais mourir exactement comme lui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser un honoraria pour les éditeurs de journaux, par exemple, et pour les grands journalistes? La réponse du Premier ministre a été « Ah, nous vous remercions parce que vous avez formé les journalistes. Allez aux affaires sociales, on pourra voir votre cas. » Voilà. Ça, c'était se moquer des journalistes. Mais quand il s'agit des gens, des artistes, parce qu'ils amusent la galerie, là, il y a l'argent qui sort. Bon, je ne suis pas contre ça, mais au moins, il faut que dans ce pays, les autorités sachent que le Congo, j'ai fait 2 fois le tour du Congo en reportage, par eau, par route, par mer, par avion, par train. Le Congo est tellement riche, mais ici, les gens se précipitent maintenant au dialogue. Pourquoi? Parce que quand Mobutu a pris le pouvoir, ils ont constaté que les apparatchiks, du jour au lendemain, sont devenus des gens aisés, beaucoup d'argent, beaucoup de fortune. Alors ils se disent, ah non, moi, il faut que je devienne politicien pour gagner de l'argent. Parce que ici, pour avoir l'enrichissement sans cause, il faut passer par la politique. Or, si je prends uniquement le bassin fluvial de l'Équateur, c'est unique au monde au point de vue de densité d'eau et de poissons qu'il y a dans cette eau. Et je me rappelle, quand je dirigeais le Dering, je suis allé à Yolo voir un de mes joueurs. J'ai trouvé que ce jour-là, il mangeait du foufou avec de l'eau salée, parce qu'il n'avait rien. Et un pays comme le Congo, où il y a tant de richesses, des gens doivent crever de faim, et oh, non, ça me dépasse. C'est une honte pour notre pays et pour la nouvelle classe politique. Je réponds au nom de M. Sami Bialou. Je suis syndicaliste et puis chercheur en politique internationale. La question, elle est destinée aux 2 intervenants de tout à l'heure. Camarade, bon, comme vous avez récusé les titres du procès, je préfère vous appeler camarade. Camarade de Manuel et camarade de Freddy Moulumba, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir sur une possibilité de contraindre le parti politique à dégager? Je demande aux intervenants Je demande aux 2 intervenants d'étudier une possibilité de contraindre le parti politique à dégager un consensus autour d'une résistance au sous-développement. Parce que lui-même l'a dit, les 2 l'ont dit, tous les forums politiques, les dialogues qui s'organisent au Congo, même ailleurs, gravitent autour d'une course au pouvoir. C'est juste pour le contrôle d'une instance de gestion opérationnelle de l'État, qu'on appelle communément gouvernement. Alors,
si le parti politique, si la nation et tous dégagent un consensus pour créer un mécanisme pour résister au sous-développement, en tout cas, à mon humble avis, cela peut nous aider de sortir de ces sous-développements. Et par là, j'avance une option. C'est de consacrer dans ce consensus-là l'indivision du gouvernement. Il ne faudrait pas que les forums, que les dialogues qui doivent s'organiser puissent consacrer le partage du pouvoir. Il faudrait que le gouvernement soit indivisible. C'est le terme que j'appelle l'indivision de l'exécutif. Donc, même s'il faudrait qu'on organise des forums, les dialogues, tout ce que vous voulez, mais on ne doit pas fragmenter le gouvernement, c'est distribuer des postes. Parce que ce qu'il est en train de fustiger, c'est passé aussi ailleurs. Rappelez-vous du gouvernement national au Togo, avec l'UFC de Gilles Christ-Olympio, et même le gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec le camarade Gbagbo. Dans le cadre des accords de Ouagadougou, ces accords-là ont consacré le partage des postes ministériels. Pour éviter ces fléaux, ces phénomènes, il serait mieux qu'on puisse consacrer l'indivision de l'exécutif. Si vous voulez vous battre, battez-vous pour le contrôle de la justice, du Parlement, ou d'autres choses. Ou même de la musique, si vous voulez. Mais pas du gouvernement. Donc, si vous pouvez étudier une possibilité que les forces vives, ainsi que les partis politiques puissent étudier. Moi, je réponds au nom de Patrick Kitenge, politologue et cadre de la Ligue des politologues du Congo. Je souhaite vous appeler professeur. Mais malgré vous-même, vous avez décliné ça. Je vais dire le pourquoi. Prof, vous ne voyez pas que l'effet d'appel à la population de se prendre en charge, c'est devenu une ancienne méthode en Afrique. Parce que le printemps arabe a démontré les limites. Vous ne voyez pas que le peuple doit être conduit au lieu de jeter la responsabilité au peuple. Pour que le peuple soit conduit, ça dépend de la qualité de l'élite. Vous avez dit qu'il faut que les dialogues soient basés sur les grands enjeux du pays. Par définition, un politicien, c'est quelqu'un qui fait de la politique pour son gagne-pain. Donc il n'est pas loin d'un commerçant, il n'est pas loin de tous ces gens qui vendent au coin de la rue, normalement. Léopold II, pour soumettre le Congo à son autorité, il avait convoqué une conférence. C'est aussi un dialogue qui était constitué avec des experts pour qu'il y ait les mécanismes, enfin, de dompter le Congo. Vous ne voyez pas que les politiciens ne seront pas à mesure d'atteindre les niveaux et où vous voulez amener les débats. Parce qu'il y a troisième préoccupation. Prof, je vous demanderai de ne pas vous dissocier de votre qualité de professeur, car c'est la science qui a fait d'autres nations fortes. Ce n'est pas le militantisme. Pinto Michel Bouana Kanyonga, je suis politologue de formation dans la politique depuis l'âge de 24 ans jusqu'à présent, mais haut fonctionnaire de la justice. Je voudrais seulement émettre un point de vue sur les leçons que notre frère Freddy a tirées de Sun City et sur tout ce que vient de dire le professeur Kabongo sur le dialogue et après. Donc, de tout cela, je voudrais seulement une suggestion à faire ici à l'Assemblée, qu'on puisse couler les options que nous trouvons vraiment essentielles pour ceux-là qui doivent aller au dialogue. Nous pouvons quand même couler déjà ces options à partir d'ici pour les remettre à la société civile
et aux politiciens. Puisque nous, faisant partie de ce peuple-là, nous pouvons déjà lever les options à partir d'ici, de ce que nous voulons après le dialogue. Nous ne pouvons pas leur laisser aller là-bas pour se partager le pouvoir et nous enfoncer davantage dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Je m'appelle Jean-Paul Brigot d'Ilopi Bokanga. Je suis écrivain, journaliste et animateur culturel. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les rappels historiques qu'a fait mon ami Freddy sur les dialogues intercongolais tenus à Sun City. Et cette question, je la pose à Freddy Mulumba. Mais je suis resté un peu dans ma soif, dans la mesure où il m'a semblé, je ne sais pas si je me trompe, que les communicateurs assemblaient et lidaient le point de vue de l'IDPS et de M. Étienne Tshisekedi, qui avait un son de cloche par rapport à toutes les résolutions sorties de Sun City. Est-ce qu'il a fait exprès ou il a trouvé que c'était des épiphénomènes qui n'ont eu aucun impact sur les débats actuels ou sur l'avenir de notre pays? La deuxième question, elle est adressée à mon ami Emmanuel Kabongo Malou. J'ai été heureux, vraiment heureux de retrouver sa gouaille patriotique, intellectuelle, voire révolutionnaire habituelle. Son discours sur le dialogue nous prévient des dangers qui nous guettent avec la paupérisation volontaire et voulue de notre peuple pour des besoins, pour des orientations hypothétiques. Mais il est notoire que le dialogue en gestation a bien circonscrit le contour de son débat. Vous le savez, qu'il s'agirait effectivement des enrôlements de nouveaux majeurs, essentiellement du calendrier électoral, des glissements éventuels du mandat présidentiel ou de la possibilité d'ouvrir à M. Joseph Kabila un troisième, de briguer un troisième mandat politique. Alors, ou des problèmes liés au financement des élections. C'est bien cadré. Maintenant que vous avez dit que ça, ce sont des problèmes de gestion courante d'un gouvernement qui ne doit pas être le soubassement essentiel des dialogues en perspective, du dialogue en perspective, qu'allons-nous faire si eux, ils insistent sur leurs prévisions, sur leurs orientations? Qu'est-ce que nous, on doit faire? La révolution? Avant tout, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Amédée Moirabou. Je suis journaliste. Je vais assurer la police de débat pendant cette conférence de débat. Mesdames, Messieurs, la conscience nationale congolaise vous a convié aujourd'hui à un débat sur un thème d'actualité. Le thème central de cette conférence de débat est le dialogue et après. Nous avons ici deux intervenants, le professeur Emmanuel Kabongo Malou, qui va décortiquer le thème central, et nous avons également M. Freddy Mulumba, qu'on ne présente plus dans le paysage audiovisuel congolais. Il est politologue, mais aussi vice-président du groupe de presse Le Potentiel, Radio et Télé 7. Cette conférence débat, c'est aussi une émission. Voilà pourquoi nous saluons tous les téléspectateurs de Télé 7. Messieurs, dames, nous voulons vous dire, avant de commencer, que c'est un débat libre entre intellectuels, entre Congolais. Donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions librement, sans passion, de manière que, au terme de ces échanges,
nous puissions avoir une idée beaucoup plus éclairée sur les dialogues. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole d'abord à M. Freddy, qui va intervenir sur les dialogues intercongolais des Sun City, les leçons à tirer. M. Freddy, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Amédée. Je tiens aussi à remercier les amis qui ont accepté de venir débattre avec nous de la situation du pays. Je pense qu'ici, nous avons des gens qui étaient au dialogue intercongolais. Peut-être ils pourront apporter leur témoignage. Je veux tout simplement mettre un cadre pour permettre aux autres de s'exprimer. Et à la fin, je pourrais d'abord tirer les leçons du dialogue Sun City et enfin avancer certaines considérations d'ordre général. Ça fait les 3 points que je vais développer à travers mon exposé. Vous savez très bien que monsieur Eden Koyo est sur place. Il est en train de consulter pour qu'on mette en place le comité de préparation pour le dialogue national inclusif. Et il y a des petits problèmes qui sont là, mais nous pensons que ça va aboutir. Mais comme ce n'est pas le premier dialogue qu'on organise entre Congolais, ça sera le deuxième dialogue. Je pense qu'avant qu'on puisse en discuter, il faut d'abord tirer les leçons du passé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Sun City? Qui était acteur? Quels étaient les enjeux? Et comment ce dialogue a commencé? Je pense que pour la plupart des gens qui ont suivi les débats politiques depuis 2001-2002, depuis Kabila Père, ils savent très bien qu'il y a eu beaucoup de tentatives au niveau du président Kabila, le feu Laurent, pour essayer un peu de régler les problèmes internes. Ça signifie qu'il y avait tellement de pressions extérieures et des menaces. Comme nous disait, c'était un ancien maquisard, il savait d'où venaient les dangers. Il avait pensé qu'il fallait mettre d'abord les Congolais ensemble pour mieux affronter la guerre qui venait de l'extérieur, parce que lui, il avait identifié ce qui était à la base de la guerre. Il a lancé d'abord les débats nationaux. Quand les débats nationaux ont commencé, il y a eu Tshisekedi et d'autres qui étaient d'accord, mais ils ont posé des conditions parce qu'on avait mis en place un comité que Tshisekedi considérait comme CPP. C'est le comité populaire, c'est quoi CPP? Pouvoir populaire. Donc ça a été un échec. Il y a même le secrétaire général de l'OIA qui s'appelait le Tanzanien Salim Ahmed, Salim, qui disait que les dialogues, pardon, les débats nationaux, c'est bon, mais ça ne peut pas résoudre la crise congolaise parce que les régionales et sous-régionales. Il estimait que le dialogue intercongolais était important parce que ce dialogue a été déjà précisé dans l'accord de Sun City, pardon, l'accord de Lusaka, juste après la guerre. Et de là où cet accord avait à peu près 3 objectifs, selon Ludo Martins. Pour lui, l'accord de Sun City, pardon, l'accord de Lusaka, c'était la négation de l'agression. Donc on a démontré que le Congo n'était pas agressé, il fallait que le pouvoir négocie avec les agresseurs. Donc, deuxième élément, on voulait liquider le régime nationaliste de M. Laurent Désiré Kabila. Troisième élément, c'était la division et la partition du pays. Et Mzee pensait que ce n'était pas à notre faveur. Il fallait à tout prix faire pour qu'on puisse revoir cet accord. Après tant de discussions, tant de pression, je pense qu'on est arrivé en passant par ce qu'on peut appeler l'Assemblée constituante. Il y a eu aussi tentative de voir la Constitution. On est arrivé à la Constitution nationale qui a été initiée par les religieux, les confessions religieuses, en particulier avec Marine Bodo qui était à la tête.
Et Musée pensait qu'avec cette consultation, on pouvait préparer les Congolais pour aller au dialogue. Et il avait demandé à ce qu'on puisse récupérer tous les militaires rwandais et ougandais qui étaient sur notre territoire. Mais malheureusement, je pense que lui comprenait les véritables enjeux de la guerre, mais les Congolais à l'interne ne comprenaient pas, parce qu'il y a eu des déclarations. On pensait que Musée était un frein à la tenue du dialogue intercongolais. On ne pouvait pas résoudre cette crise, il fallait peut-être l'abattre. Il y a des déclarations que je vais vous lire de Louis Michel, l'ancien ministre des Affaires étrangères belge, et du président Ketumile Massiré. Louis Michel, d'abord je commence par Ketumile, il avait dit que le dialogue intercongolais se tiendra avec ou sans Kabila. Et du côté de Louis Michel, il a déclaré que les États-Unis ont mis la croix sur M. Kabila et ils attendent sa disparition pour investir de nouveau dans la sous-région. Donc pour eux, Kabila était un frein, il fallait l'abattre. On l'a abattu ici le 16 janvier 2001. Après sa mort, ce qui est curieux dans ça, je pense qu'il faut que les Congolais soient très, très regardants. Parce que l'assassinat de Musée et de Lumumba, c'est pendant la période de transition. On dit période de transition en Amérique quand un président qui est élu va prendre la place de l'ancien président et l'autre va sortir de la Maison Blanche. On a assassiné Lumumba, c'était Aznauer qui était président et Kennedy devait entrer. C'est vers le 17, pendant cette période de transition, à peu près jusqu'au 20, au 20 janvier. On l'a tué le 17 et Musée a été tué le 16. Donc, pour Lumumba, c'était John Kennedy qui entrait et Aznauer sortait de la Maison Blanche. Pour Musée, on avait Bill Clinton qui sortait et Bush, fils, entrait. Et c'est dans cette période-là qu'on a liquidé nos dirigeants politiques. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut qu'on soit très lucide et attentif. Ce sont des périodes très difficiles pour nous et nous devons tirer beaucoup plus de leçons que d'éviter pour que l'histoire se répète. En tuant Musée et l'arrivée du président Joseph Kabila, on a rouvert les négociations de Sun City. Je pense que beaucoup d'entre vous étaient à Sun City. Et les dialogues intercongolais ont pris du 25 février 2002 au 19 avril. Et là, ce qui est frappant, ce n'était pas les Congolais qui conduisaient ça. Je pense que nous avons suivi de plus près. C'était les étrangers, surtout les puissances occidentales, européennes, américaines. Donc, on a imposé aux Congolais, je dirais un peu l'accord global inclusif. Aucun Congolais n'a conçu ça. Mais malheureusement, la plupart des gens qui étaient partis là-bas, ce sont des jouisseurs. Au lieu de s'occuper du pays, ils étaient dans des boîtes de nuit. Ils cherchaient les femmes, ils ont bu. Entre-temps, les autres préparaient les coups contre notre propre pays. Résultat, on a imposé l'accord global inclusif. Ils sont arrivés à Kinshasa en criant victoire. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient tombés dans un piège parce que c'est que les puissances occidentales n'ont pas eu à travers la guerre, ils l'ont eu à travers les négociations Sun City. Donc on a utilisé les négociations pour avoir la main sur nous. C'est vrai, l'accord cadre, l'accord de Sun City a été une des solutions. Parce que malgré la présence multinationale et des puissances occidentales, il y a eu quand même certains résultats. Les premiers résultats, c'était l'accord lui-même qui a été signé. Le deuxième résultat, c'était la transition, le gouvernement de transition. On nous a collé une formule magique 1+4, du jamais vu dans l'histoire politique. On nous a mis les SIAT, le Comité international d'accompagnement de transition, mais au moins on a réunifié les pays. Ça, c'est au moins les résultats, selon un peu ma propre lecture,
ce que Sun City a donné. Mais je pense que pour se libérer, il faut quand même commencer par prendre conscience de son passé. C'est vrai, on a vécu la situation, il y a eu des acteurs. Il faut quand même parvenir à tirer des leçons. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon des accords de négociation de Sun City qui ont débouché sur l'accord Sun City? Je vous donne un peu la première leçon à tirer. L'accord global n'a pas résolu la crise congolaise. Il a permis que le Congo soit mis sous tutelle occidentale avec le comité international d'accompagnement de la transition. 2. Les partis dits démocratiques ont perdu la bataille au profit des rebelles. Il y a eu partage de pouvoir entre le gouvernement, les mouvements de libération, ce qu'on appelle MLC, et le Rassemblement des Congolais pour la démocratie, RCD. 3. Les décisions ont été imposées par les puissances occidentales à travers 1+4. Parce qu'à travers ces 1+4, vous savez, le MLC a mis la main sur l'économie. Ce n'était pas un fait du hasard. Et le RCD sur les forces de sécurité et l'armée. Ce n'était pas aussi un fait du hasard. C'était quand même en prévision à quelque chose. Donc, c'est ça un peu les éléments que je peux dire, les leçons qu'on peut tirer. J'estime aussi que ça ne suffit pas seulement de tirer les leçons. Pour ma part, je voudrais avancer quelques considérations générales. Parce que tout ce que nous devons faire aussi, c'est voir ce qui pourra se passer après. Est-ce que réellement on va s'en sortir ou pas? On tire les leçons, on ne va pas seulement croiser les bras. Il faut que les élites congolaises réfléchissent, se préparent parce que nous sommes dans un monde très, très, très violent. Et nos amis étrangers estiment que le Congo leur appartient depuis 1885. Ils ont droit sur nous. Donc nous devons nous préparer sérieusement à résister et à se libérer. J'avance quelques considérations. Ici, je prends les livres de Colette Brackman. Le livre a été publié en 1999, intitulé « L'enjeu congolais ». L'Afrique centrale après Mobutu. Colette dit ceci: l'intérêt américain pour le Congo ne s'explique pas seulement par l'aversion que suscite l'imprévisible Kabila, donc Laurent Désiré Kabila, par la sympathie qu'inspire un personnage comme Museveni, ou par la nécessité de protéger les Tutsis du Rwanda du risque d'un autre génocide. Répétons-le, les ressources du Congo, qu'elles soient potentielles ou déjà en exploitation, se trouvent au cœur de l'enjeu. Et je pense que ce que Colette a écrit en 1999 reste valable jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui crient alternance, démocratie, développement doivent se rendre compte. L'enjeu ici, ce n'est pas notre bien-être. L'enjeu ici, ce sont des grandes puissances, surtout occidentales, qui veulent mettre la main sur nos matières premières pour empêcher la Chine d'accéder à la matière première. Donc, dans tous nos débats, il faut qu'on soit conscient de cet élément, au lieu de penser tout le temps à s'échemailler comme des enfants. Deuxième considération. Ici, je prends le livre qui a été publié par Henry Kissinger en 2013. Malheureusement, ce livre n'est pas publié, n'est pas encore publié en français, n'est pas traduit en français. C'est intitulé The World Order. Donc, on peut dire l'ordre mondial. Je pense que le monde est entré dans une nouvelle ère, tandis que les Congolais, les élites congolaises ou africaines restent accrochées au schème intellectuel de la guerre froide.
la lutte contre le radicalisme islamique et les cybercriminalités, a relégué au second plan les débats sur la démocratie, la bonne gouvernance ou l'état des droits. Derrière toutes ces luttes se trame un nouveau partage du monde entre les puissances émergentes et les puissances occidentales. Je pense que si vous suivez ce qui se passe en Syrie, beaucoup d'élites congolaises devraient quand même réfléchir. La Syrie aujourd'hui est déjà partagée entre la Russie et les puissances occidentales de l'Amérique en particulier, et 3 puissances régionales, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Donc la Syrie, c'est fini. Je pense qu'au bout des négociations, on va se les partager entre ces 5 puissances régionales et mondiales. Donc c'est aux Congolais d'être très, très, très attentifs, au lieu de passer le temps à se chamailler comme des enfants, pensant qu'on va vous laisser tranquille. Troisième considération. N'est-il pas temps que l'élite congolaise prenne son autonomie intellectuelle en cessant de servir des champs d'expérimentation pour les idéologies les plus désincarnées, parfois même les plus folles et les plus antinaturelles sorties des cerveaux occidentaux? N'est-il pas enfin temps que les Congolais se prennent en charge et qu'ils cessent de tout attendre de l'extérieur? Cette idée a été donnée par un Français, je pense que c'est Lacan, qui a publié un ouvrage, l'Afrique, osons dire la vérité à l'Afrique. C'est un blanc. Quatrième considération. S'agissant de la démocratie et de la bonne gouvernance, les Africains, les Congolais et les Africains doivent se rendre compte qu'il serait un leurre de continuer à singer la démocratie occidentale. L'Afrique regorge d'une démocratie où la décision est consensuelle et évite de diviser le peuple en 2 parties, permettant de créer un climat de confiance et de prospérité. Ça, je l'ai tiré de Paul Fokam, c'est un Camerounais. Il a publié un livre, « Quelle Afrique à l'horizon 2050 ?» Enfin, je prends, comment on appelle, Eden Kodjo, qui est actuellement le facilitateur. Il a publié un ouvrage sur, donc, intitulé « Demain l'Afrique ». Dans « Demain l'Afrique », il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé, que je voudrais un peu vous lire, c'est signé par Eden Kodjo. Il dit ceci: « L'histoire enseigne que maintes hommes d'État et de sciences ont rêvé à de grandes ambitions pour leur peuple et agi pour forcer les destins au cours de leurs aventures terrestres, à travers leurs luttes politiques et leurs démarches intellectuelles. Il doit en être de même pour l'Afrique qui, face à un monde en pleine imitation, au redéploiement des forces de la planète de l'émergence de la société bio-informatique de demain, doit opérer une indispensable renaissance pour apparaître comme une force à l'établissement d'un véritable équilibre sur la Terre. » Je pense que ce que Eden Kodjo parle de l'Afrique est valable aussi pour le Congo. Le monde est en pleine imitation. Les peuples qui ne seront pas organisés payeront cher. Ils seront des esclaves sur leur propre territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances qui émergent, il y a des puissances qui déclinent, et le combat, c'est un combat de titans. Il n'y a pas d'état d'âme, ce sont les intérêts. Si les élites africaines et congolaises ne s'organisent pas, je pense que nous risquons un jour de nous réveiller ici. Nous sommes une colonie des multinationales occidentales parce que ce ne sont pas encore les États qui dirigent le monde aujourd'hui. Ce sont les multinationales, surtout occidentales, qui sont trop, comment dirais-je, trop dangereuses parce qu'elles, c'est l'argent. D'ailleurs, je vois souvent des Congolais qui pleurent souvent quand les Occidentaux nous vendent des armes ou bien vendent des armes à d'autres personnes, aux pays africains. Ces gens
l'Occident, son économie a été construite sur base de l'armement. Donc sans guerre, l'économie occidentale ne peut pas tenir debout. D'ailleurs, vous le voyez, le président Hollande vient de vendre quelques armes sous-marins à l'Australie. C'était la fête à Paris. Même sur France 24, les gens étaient très contents en disant on a créé des emplois. Or, ces emplois, c'est pour aller tuer les gens. Donc nous sommes dans une autre logique. Nous devons revoir vite notre façon de voir le monde, notre vision du monde, notre façon de réfléchir. Si nous estimons qu'on nous aime bien par les Noko, espérons que nous allons encore connaître un autre esclavage, mais cette fois-ci, ça sera pire, parce qu'ils peuvent facilement nous tuer tous et prendre nos matières premières. Je vous remercie. Merci beaucoup. Là, nous allons passer la parole au professeur Kabongo Malou, qui lui va exposer sur le thème central qui est le dialogue et après. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Je voudrais, comme le premier intervenant, remercier nos invités. Et je prendrai 2 ou 3 minutes pour parler de ce mouvement de la conscience nationale qui organise ce premier cycle de conférences. Donc, ce mouvement dit de la conscience nationale congolaise, CNC en cycle, est fondé sur base d'un certain nombre de convictions mondialement reconnues, à savoir qu'un peuple n'existe que quand il est acteur de l'histoire, et qu'un peuple est acteur de l'histoire quand il est convaincu qu'il est propriétaire du sol et de son sous-sol, et qu'il doit en vivre heureux, et que ce peuple ne peut en être heureux que s'il est capable d'entreprendre, d'améliorer son sort ici-bas, et qu'il peut améliorer ce sort ici-bas en faisant ce que font tout le monde, ce que fait tout le monde, à savoir la lutte collective. Une lutte collective adaptée et aménagée en fonction des enjeux et des circonstances. Dans tous les pays du monde, c'est le peuple qui, quand il n'a pas touché son salaire, il fait la grève de travail. Quand il voit que l'espace politique lui échappe, il fait ce qu'on appelle la grève politique, des pétitions, il fait des manifestations. Il ne reste pas main croisée en disant qu'il a laissé tout l'espace aux politiciens, parfois non élus, qu'il a laissé l'espace à la société civile. Non, la société civile, c'est lui. Donc, je voudrais dire ici que notre mouvement, la conscience nationale, est basé sur ses convictions et que nous disons à notre peuple, qui est reconnu comme peuple souverain dans notre constitution, qu'il doit jouer son rôle d'acteur de l'histoire, de maître de son destin, et qu'il ne doit pas lâcher ce destin dans les mains des hommes politiques qui, parfois, et de toute évidence, ne pensent pas à lui. Et pour qu'un peuple puisse devenir acteur de l'histoire et maître de son destin, il est important qu'il soit informé des enjeux. C'est ça le rôle des élites, c'est d'informer le peuple des enjeux à tout moment. Lui dire, voilà, ce qu'il y a dedans, ce qui se cache ici, et comment on peut changer les choses. C'est pour cela que j'ai accepté, en tant que secrétaire général de ce mouvement et porte-parole, de venir discuter avec vous, à la suite de M. Freddy, notre coordonnateur, sur les dialogues et après les dialogues. Donc, à la suite de ce que M. Moulumba a dit, moi, je voudrais ajouter quelques petites choses. Nous disons ceci, que le dialogue, s'il doit avoir lieu, ne doit pas être réduit à des problèmes de gestion courante qu'assure un gouvernement. Que ce dialogue, en tant qu'espace d'interaction des plénipotentiaires, doit avoir levé de grandes options sur ce que nous voulons de notre Congo. Parce que le Congo aujourd'hui n'est qu'un bouquet des impuissances, comme disait mon ami et grand frère Biyoya. C'est vraiment un bouquet des impuissances. Et je pense que Freddy a donné quelques indications sur ces pays impuissants. Moi, je vais appuyer en disant ceci. La première chose, notre pays, depuis 56 ans, vit avec un budget
d'esclaves. Si nous considérons le budget national comme l'expression financière des moyens pour le développement, notre budget depuis 56 ans est un budget d'esclaves. Il est parti de quelques millions de dollars. Aujourd'hui, on parle de 5, 7, 8 milliards de dollars. Mais ces budgets-là, en termes absolus, ne peuvent pas développer un pays. On ne voit pas comment un pays de 80 millions de personnes, sur 2 millions de kilomètres carrés, peut être développé avec un budget corruption de 4 milliards de dollars par an. Parce que l'allocation signifie que l'allocation absolue qui est destinée à un Congolais, c'est 50 dollars par an. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que avec une telle gestion, avec un tel budget, c'est comme ça qu'on fabrique des peuples esclaves. Les Bushman en Afrique du Sud, les aborigènes en Australie, les Indiens aux États-Unis ne sont pas devenus ce qu'ils sont là-bas, des peuples mineurs, marginalisés, mis dans des réserves parce qu'on a poussé avec les armes. Non, parce qu'on a réduit les moyens de leur survie. Parce que l'allocation universelle pour leur survie, leurs coûts de la vie n'ont pas été pris en charge. Quand un peuple n'accède pas à la nourriture, n'accède pas à l'électricité, n'accède pas aux soins médicaux, sur une longue durée, il devient un peuple mineur, il perd les ambitions. Il devient un peuple domestique dans la sous-région. Cela est d'autant plus grave qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez un pays comme l'Angola, 22 millions de personnes, la moitié de notre superficie, avec un budget de 85 milliards de dollars. Donc l'Angola disponibilise sur chaque Angolais pas moins de 5 000 dollars l'an. Le Gabon ici a un PIB de 9 000 dollars par tête d'habitant. Le Congo d'en face, le Congo-Brazzaville, disponibilise pas moins de 3 000 dollars par tête d'habitant. Alors que le Congo ici, où nous sommes, on nous parle encore de 300 à 400 dollars par tête, comme produit intérieur brut par tête d'habitant. Avec un budget corruption de 8 milliards nominalement, mais qui en réalité est réalisé, exécuté à 4 milliards. Donc, quand vous regardez tous ces pays de la sous-région, l'Angola, 85 milliards, avec un produit intérieur brut de 380 milliards de dollars. Quand vous regardez l'Éthiopie, avec un produit intérieur brut de 280 milliards de dollars. Quand vous regardez le Nigeria, avec 600 milliards de dollars, l'Afrique du Sud avec 450 milliards de dollars, et vous revenez ici, vous entendez le Premier ministre nous dire que pour une fois, nous avons atteint un produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble de nos productions, de nos ressources, à 40 milliards, vous dites voilà comment on fabrique au Congo un peuple domestique de toute l'Afrique noire. Ce n'est pas par hasard si, aujourd'hui, tous les Congolais, chassés de Brazzaville comme des chiens, tabassés, pillés, tués, aujourd'hui rentrent à Brazza. Parce qu'à Brazza, l'allocation universelle est de 3 000 dollars par tête d'habitant, ce qu'on appelle le produit intérieur brut par tête d'habitant. Ça signifie qu'il n'y a plus de pression pour manger, pour prendre son petit déjeuner. Il n'y a pas de pression pour avoir du courant. Il n'y a pas de pression pour avoir de l'eau à boire. Mais au Congo, nous sommes le seul pays, en Afrique noire, ici, à se réveiller le matin, à se demander, est-ce que maman foufou, ce n'est pas possible. À ce rythme-là, nous avons fait, ça fait 50 ans, nous allons devenir comme les Indiens aux États-Unis. Déjà, je vois que beaucoup de mes amis quittent la ville, incapables de louer une maison à 50 dollars. Ils sont en train d'aller vers Kassamoulou, d'aller vers Maluku, parce qu'ils ne sont pas capables de louer une maison à 50 dollars. C'est un phénomène très généralisé. Donc, l'exemple que ce que je veux dire, c'est que avec un budget de 3-4 milliards, même 8 milliards, 80 millions de personnes sur 2 millions de kilomètres carrés, ça signifie que vous avez une femme, 8 enfants, et vous louez une maison de 2 chambres, et cette maison te coûte 50 dollars, et vous avez un salaire, n'est-ce pas, de 100 dollars, et puis vous payez 50 dollars de la maison, vous payez l'eau et l'électricité, il te reste 30 dollars, et chaque fois qu'on te demande, tu dis, non, non, ça va chez moi,
C'est-à-dire, tu as des enfants qui ne vont pas à l'école, tu as des enfants qui ne mangent pas, qui meurent chaque jour, et toi, tu as toujours le temps de dire « ça va chez moi ». Et ça, et c'est comme ça que dans la société, dans les sociétés mondiales, on rend les peuples idiots, on rend les peuples domestiques, on rend les peuples incapables de survivre. Et c'est ça que je voulais attirer l'attention. J'attire cette attention aussi par le fait que, depuis plusieurs années, nous avons entendu ici, dans ces pays, des économistes. Je me rappelle qu'après le séminaire de coulage sur les recettes, j'ai entendu le professeur Moukoko Samba qui disait, mais on peut, dans ces pays, avoir un budget de 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? J'ai entendu il n'y a pas longtemps le docteur Tchani dire, qui est un candidat à la présidentielle, dire que nous pouvons dans ces pays rapidement avoir un budget de 75 milliards de dollars et avancer comme l'Angola. Donc, ces pays-là ont des ressources. Si la seule façon de tuer un peuple, c'est justement de ne pas disponibiliser les moyens pour sa survie. Et ça dure trop longtemps et notre peuple fait semblant de l'ignorer. Et c'est pour cela que moi, j'ai dit, si nous devons avoir ces dialogues, il faut que ces dialogues, en tant qu'espace de plénipotentiaire, lèvent des options pour dire que les ressources du Congo doivent servir aux Congolais. Et si ce n'est pas fait, que vous puissiez vous prendre en charge. L'option, c'est là. C'est de mourir comme des souris, à petit feu, comme nous mourons là. Ou c'est de se mettre dans la rue et dire non, il y en a marre. Les derniers rapports de Tabombeki, qu'on appelle les rapports, n'est-ce pas, des rapports de haut niveau sur l'évasion des ressources en Afrique noire, signalent qu'il y a chaque année l'équivalent de 80 milliards de dollars qui quittent l'Afrique centrale, dont spécifiquement la RDC. Donc, ces pays-là sont capables d'avoir des ressources, de les disponibiliser pour faire un développement. Et si vous, peuple, vous ne vous prenez pas en charge pour dire non à ces génocides, ça c'est ce qu'on appelle la bombe froide, la bombe atomique froide. Les gens meurent de faim, les gens n'envoient pas les enfants à l'école, et vous trouvez à côté un discours d'imposture où les gens vous disent que tout va bien. Non, il faut que si ce dialogue a lieu, et nous souhaitons qu'il ait lieu, qu'on puisse trouver le moyen d'élever les options pour dire nous n'acceptons, nous trouvons illégitime qu'un gouvernement ne soit pas capable d'agglomérer les moyens pour faire le développement du Congo et qu'il nous amène des budgets croupions. Nous n'acceptons pas ça. Désormais, tout gouvernement digne de ces pays, digne d'un Congo, sera un gouvernement qui nous proposera des budgets équivalents à la sous-région. Et on citera l'Angola, on citera l'Éthiopie, on citera le Congo-Brazzaville, tous ces pays qui ont des budgets qui démontrent qu'on peut, n'est-ce pas, disponibiliser les ressources, n'est-ce pas, pour faire le développement. Parce que sans ça, tout le reste aussi, c'est du mensonge. Tout le reste. Si un papa qui gagne 100 $, on amène chez lui que 20 $, c'est-à-dire qu'il tue sa femme et ses enfants. Il ne fait rien d'autre. Et son peuple-là, et je vous dis sur la longue durée, regardez les Congolais, ont perdu beaucoup d'ambition. Nous sommes devenus un peuple qui se réveille le matin basé sur des petites choses à cause de ces ambitions qui sont réduites à partir de la disponibilisation de moyens. Donc, bon, nous disons, c'est bien d'avoir un dialogue, mais ce dialogue devra lever des grandes options sur le moyen à mettre pour le développement du Congo. L'une des conséquences de ces budgets corruptions, c'est-à-dire de cette gestion d'esclaves, est qu'au Congo, il n'y a pas d'identité collective. Il n'y a pas d'identité nationale congolaise. Chaque fois qu'on en parle, vous trouvez des gens qui vous disent « Mais regardez comment on appellerait Wemba. Tout le monde était dans la rue, on était content. Et regardez comment on chante la rumba, regardez comment on boit la bière. » Il dit oui. Tout ça, ce sont des manifestations mineures. L'identité est basée sur un socle. Le socle, c'est le sol. Si un peuple n'est pas capable de prendre une machette, une arme pour défendre son sol, il n'a pas d'identité. L'identité géographique, c'est ce sol-là qui vous donne l'identité. Et si vous n'êtes pas capable de la défendre, vous n'êtes pas un peuple avec identité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'alarme doit être sonnée. Nous dormons ici. Hier, c'était le Rwanda qui faisait ceci, enfin, l'Ouganda.
Mais aujourd'hui, même le sud du Soudan, tous nos frères de Kisangani le savent, le sud du Soudan sont en train, les entités administratives sud-soudanaises entrent chez nous, enlèvent les bornes, chassent les gens pour dire non, non, allez, bougez. C'est chaque jour que ça se fait. Et nous sommes ici à Kinshasa, ici, en train de dire nous sommes souverains. Nos frontières sont bougées chaque jour. Et nous disons nous sommes souverains. Les gens entrent ici. L'Angola puise tout le pétrole du plateau continental. Tout le monde ne peut pas dire nous sommes souverains. Ce n'est pas normal. Tout ça à cause de quoi? À cause de ce qu'on peut appeler cet accord, l'accord cadre de coopération de l'Addis Abeba. Les gens en parlent. Je crois que l'une des conséquences de tout ce qui est arrivé, que Freddy n'a peut-être pas souligné, c'est l'avènement de cet accord cadre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le lisent, mais moi je le lis tout le temps. Cet accord cadre qu'on appelle l'accord cadre d'Addis Abeba là, déspatialise le Congo, dépatrimonialise le Congo. Le Congolais n'a pas d'espace. C'est dit dans cet accord que les frontières congolaises sont protégées par les pays qui nous entourent, qui en retour ont la main sur nos ressources. Lisez cet accord. Et c'est pour cela que chaque fois que nous parlons chez nous, vous trouvez 10 personnes qui nous entourent. Tout le monde envoie un délégué. Dès que nous parlons ici, on nous envoie des délégués. 10 personnes, ce sont tous des signataires de l'accord cadre. Regardez cet accord-là. Ce sont ces gens-là, ils sont après le comité d'accompagnement sur cet accord cadre. Un pays ne peut pas être soumis à autant d'iniquité sans qu'il ne se réveille à un moment donné dans ces pays-là ce qu'on appelle un nationalisme farouche. Les gens l'oublient parfois. Le nationalisme en Allemagne avec Hitler est né à cause de ces accords iniques où l'Allemagne était considérée comme le pays qui devait payer tout ce qui s'était passé avant. Et les gens se sont réveillés pour dire non, nous n'avons pas besoin d'arriver à ça, mais nous devons nous réveiller. Et je pense qu'il est temps qu'en arrivant dans ces dialogues, qui est encore soumis sous l'accord cadre, pour dire non, mettons fin à tout ça. Mettons fin à cette prédominance de l'étranger sur le Congolais. Je voudrais terminer en parlant de ce qu'on a, ce que un professeur camerounais qui enseigne en Afrique du Sud appelle l'imaginaire de la mort. Nous sommes le seul pays, enfin un des rares pays au monde, où les gens sont arrêtés, mis en prison, même tués parce qu'ils ont dit, ou parce qu'il a manifesté, ou parce qu'il a caillassé. Il est mis en prison, arrêté, il finit par mourir. Ça existe où? Cet imaginaire de la mort ne peut pas conduire un pays à vivre. Dieu n'a pas créé les gens, Dieu a créé par les gens par la parole, et la parole reste l'élément fondamental de toute expression. Et si les gens sont arrêtés parce qu'ils ont dit, les gens sont arrêtés parce qu'ils ont écrit, les gens sont arrêtés parce qu'ils ont manifesté, alors on va où? Il faudra trouver le moyen de mettre fin à cet imaginaire de la mort. Ce n'est pas parce qu'un journaliste a écrit, ce n'est pas parce qu'un homme politique a manifesté, ce n'est pas parce que la société civile s'est mise dans la rue qu'il y a eu mort d'homme. Non. Une société à un moment donné doit se prendre en charge, dire non, arrêtons. Arrêtons de nous malmener inutilement. Nous ne sommes pas des esclaves des uns et des autres. Il n'y a pas ici des gens qui sont nés pour nous monter comme des chevaux. Ça doit s'arrêter. Alors, il y a aussi, ce qu'il faut le dire, que beaucoup de choses arrivent dans ces pays, une prédominance des étrangers, où on voit des gens qui occupent des postes, des fonctions, dans la fonction publique, dans des sociétés, on dit mais ils viennent d'où? Ils sont des coopérants, il n'y a pas de compétences congolaises. Ça dénature un peuple. C'est ce qu'on appelle la castration sociale d'un peuple. Nous sommes quand même 80 millions, nous sommes un peuple sur qui le monde compte pour changer beaucoup de choses de façon heureuse, mais si on nous malmène comme ça, parce qu'un peuple, comme disait le professeur Wamba Diawamba, un peuple ne peut pas être tué physiquement, non, mais il peut être meurtri au point où il n'est plus capable d'avoir des ressorts vitaux, au point où il n'est plus capable de se remettre debout.
Et ça, c'est ça le danger. Et je crois qu'il est temps que ce Congo des impuissances soit arrêté. Et nous disons, quand nous sommes venus discuter avec vous, c'est pour vous dire que par tous les moyens, nous devons trouver le moyen d'introduire tous ces points ici, dans ce dialogue-là. Qu'on ne doit pas nous amener au dialogue pour parler tout simplement des élections, des choses courantes qui doivent gérer un gouvernement. Non, nous devons lever les options sur le Congo que nous voulons demain. Après ce dialogue-là, qu'est-ce que nous voulons être? Nous ne voulons plus être des esclaves de qui que ce soit. Nous ne voulons plus être gérés comme, n'est-ce pas, comme disait Mutombo Mbuichi, les chaînes de mon maître mangent plus que moi. Non. Nous voulons être gérés comme des humains, avec des moyens disponibilisés par des gens compétents, et par des gens nationalistes et conscients de leurs responsabilités historiques. Voilà, mesdames et messieurs, ma petite contribution à cette discussion. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons passer maintenant à la deuxième séquence de ces débats. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est un débat libre. Tout le monde a le droit de poser une question ou de faire une intervention. Mais restons dans les cadres de notre débat. Le thème, c'est le dialogue et après. Là, nous venons d'enregistrer les deux interventions. À vous maintenant de poser des questions aux intervenants ou d'émettre un point de vue sur un aspect de ce thème. Merci beaucoup. Je vais prendre une série de questions, une série de 5 interventions. Essayez d'être précis et concis et déterminer à qui vous posez la question. Ma contribution porte sur 2 témoignages de politiciens, un français, l'autre congolais. Je m'appelle Mouissa Camus, je suis journaliste depuis 63 ans, j'ai 84 ans d'âge et voilà. Il y a quelques années, le président Chirac avait dit que l'Afrique n'est pas encore prête pour la copie conforme du système politique occidental. Les sentiments régionalistes et ethniques sont encore trop présents dans les esprits. Quand quelqu'un est élu, toute sa région veut en profiter et attend beaucoup de lui parce qu'il est devenu autorité. La deuxième appréciation, c'est de Feu Bomboko. Lorsqu'il voulait, lorsqu'on lui a posé la question de la nouvelle classe politique congolaise par rapport à l'ancienne. Sa réponse a été ceci. Il a dit exactement que nous avions voulu, en demandant l'indépendance, voir un pays bien structuré, bien organisé, et créerait des conditions favorables pour que chacun s'épanouisse selon ses talents. Un pays où il ferait bon vivre, où l'on mangerait à sa faim et où on trouverait toutes sortes de facilités et de commodités. Or, aujourd'hui, la nouvelle classe politique a copié au fait toute la gabegie de l'ancienne classe politique. Je vais donner un exemple concret. En 63 ans de journalisme, j'ai formé 100 journalistes, dont 7 sont devenus ministres, 2 députés nationaux et 9 éditeurs de journaux. Quand mon ami et condisciple Jean-Jacques Kandé est mort il y a 3 ans, j'ai écrit au Premier ministre pour dire que, voilà, Kandé, qui a été un grand ministre de l'information, il est mort dans la misère. Et moi, je reste là, sans statut, je vais mourir exactement comme lui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser un honorariat pour les éditeurs de journaux, par exemple, et pour les grands journalistes? La réponse du Premier ministre a été « Ah, nous vous remercions parce que vous avez formé les journalistes. Allez aux affaires sociales, on pourra voir votre cas. » Voilà. Ça, c'était se moquer des journalistes. Mais quand il s'agit
des gens, des artistes, parce qu'ils amusent la galerie, là, il y a l'argent qui sort. Bon, je ne suis pas contre ça, mais au moins, il faut que dans ce pays, les autorités sachent que le Congo, j'ai fait 2 fois le tour du Congo en reportage, par eau, par route, par mer, par avion, par train. Le Congo est tellement riche, mais ici, les gens se précipitent maintenant au dialogue. Pourquoi? Parce que quand Mobutu a pris le pouvoir, ils ont constaté que les apparatchiks, du jour au lendemain, sont devenus des gens aisés, beaucoup d'argent, beaucoup de fortune. Alors ils se disent, ah non, moi, il faut que je devienne politicien pour gagner de l'argent. Parce que ici, pour avoir l'enrichissement sans cause, il faut passer par la politique. Or, si je prends uniquement le bassin fluvial de l'Équateur, c'est unique au monde au point de vue de densité d'eau et de poissons qu'il y a dans cette eau. Et je me rappelle, quand je dirigeais le Dering, je suis allé à Yolovar, un de mes joueurs. J'ai trouvé que ce jour-là, il mangeait du foufou avec de l'eau salée, parce qu'il n'avait rien. Et un pays comme le Congo, où il y a tant de richesses, des gens doivent crever de faim, et oh, non, ça me dépasse. C'est une honte pour notre pays et pour la nouvelle classe politique. Je réponds au nom de M. Sami Bialou. Je suis syndicaliste et puis chercheur en politique internationale. La question, elle est destinée aux 2 intervenants de tout à l'heure. Camarade, bon, comme vous avez récusé l'étude du procès, je préfère vous appeler camarade. Camarade de Manuel et camarade de Freddy Moulumba, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir sur une possibilité de contraindre le parti politique à dégager? Je demande aux intervenants Je demande aux 2 intervenants d'étudier une possibilité de contraindre le parti politique à dégager un consensus autour d'une résistance au sous-développement. Parce que lui-même l'a dit, les 2 l'ont dit, tous les forums politiques, les dialogues qui s'organisent au Congo, même ailleurs, gravitent autour d'une course au pouvoir. C'est juste pour le contrôle d'une instance de gestion opérationnelle de l'État, qu'on appelle communément gouvernement. Alors, si le parti politique, si la nation et tous dégagent un consensus pour créer un mécanisme pour résister au sous-développement, en tout cas, à mon humble avis, cela peut nous aider de sortir de ces sous-développements. Et par là, j'avance une option. C'est de consacrer dans ce consensus-là l'indivision du gouvernement. Il ne faudrait pas que les forums, que les dialogues qui doivent s'organiser puissent consacrer le partage du pouvoir. Il faudrait que le gouvernement soit indivisible. C'est le terme que j'appelle l'indivision de l'exécutif. Donc, même s'il faudrait qu'on organise des forums, les dialogues, tout ce que vous voulez, mais on ne doit pas fragmenter le gouvernement, c'est distribuer des postes. Parce que ce qu'il est en train de fustiger, c'est passé aussi ailleurs. Rappelez-vous du gouvernement national au Togo, avec l'UFC de Gilles Sorempio, et même le gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec le camarade Bagbo. Dans le cadre des accords de Ouagadougou, ces accords-là ont consacré le partage des postes ministériels. Pour éviter ces fléaux, ces phénomènes, il serait mieux qu'on puisse consacrer l'indivision de l'exécutif. Si vous voulez vous battre, battez-vous pour le contrôle de la justice, du Parlement, ou d'autres choses, ou même de la musique si vous voulez, mais pas du gouvernement. Donc si vous pouvez étudier une possibilité que les forces vives, ainsi que les partis politiques puissent étudier. Moi, je réponds au nom de Patrick Kitenge, politologue et cadre de la Ligue des politologues du Congo. Je souhaite vous appeler professeur. Mais malgré vous-même, vous avez décliné ça. Je vais dire le pourquoi.
Prof, vous ne voyez pas que l'effet d'appel à la population de se prendre en charge, c'est devenu une ancienne méthode en Afrique. Parce que le printemps arabe a démontré les limites. Vous ne voyez pas que le peuple doit être conduit au lieu de jeter la responsabilité au peuple. Pour que le peuple soit conduit, ça dépend de la qualité de l'élite. Vous avez dit qu'il faut que les dialogues soient basés sur les grands enjeux du pays. Par définition, un politicien, c'est quelqu'un qui fait de la politique pour son gagne-pain. Donc il n'est pas loin d'un commerçant, il n'est pas loin de tous ces gens qui vendent au coin de la rue, normalement. Léopold II, pour soumettre le Congo à son autorité, il avait convoqué une conférence, c'est aussi un dialogue qui était constitué avec des experts pour qu'il y ait les mécanismes, enfin, de dompter le Congo. Vous ne voyez pas que les politiciens ne seront pas à mesure d'atteindre les niveaux et où vous voulez amener les débats. Parce qu'il y a troisième préoccupation. Prof, je vous demanderai de ne pas vous dissocier de votre qualité de professeur, car c'est la science qui a fait d'autres nations fortes. Ce n'est pas le militantisme. Pinto Michel Bouana Kanyonga, je suis politologue de formation dans la politique depuis l'âge de 24 ans jusqu'à présent, mais haut fonctionnaire de la justice. Je voudrais seulement émettre un point de vue sur les leçons que notre frère Freddy a tirées de Sun City et sur tout ce que vient de dire le professeur Kabongo sur le dialogue et après. Donc, de tout cela, je voudrais seulement une suggestion à faire ici à l'Assemblée, qu'on puisse couler les options que nous trouvons vraiment essentielles pour ceux-là qui doivent aller au dialogue. Nous pouvons quand même couler déjà ces options à partir d'ici pour les remettre à la société civile et aux politiciens. Puisque nous, faisant partie de ce peuple-là, nous pouvons déjà lever les options à partir d'ici de ce que nous voulons après le dialogue. Nous ne pouvons pas leur laisser aller là-bas pour se partager le pouvoir et nous enfoncer davantage dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Je m'appelle Jean-Paul Brigaud d'Ilopi Bokanga. Je suis écrivain, journaliste et animateur culturel. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les rappels historiques qu'a fait mon ami Freddy sur les dialogues intercongolais tenus à Sun City. Et cette question, je la pose à Freddy Mulumba. Mais je suis resté un peu dans ma soif, dans la mesure où il m'a semblé, je ne sais pas si je me trompe, que les communicateurs assemblaient élider le point de vue de l'IDPS et de M. Étienne Tshisekedi, qui avait un son de cloche par rapport à toutes les résolutions sorties de Sun City. Est-ce qu'il a fait exprès ou il a trouvé que c'était des épiphénomènes qui n'ont eu aucun impact sur les débats actuels ou sur l'avenir de notre pays? La deuxième question, elle est adressée à mon ami Emmanuel Kabongo Malou. J'ai été heureux, vraiment heureux de retrouver sa gouaille patriotique, intellectuelle, voire révolutionnaire habituelle. Son discours sur le dialogue nous prévient des dangers qui nous guettent avec la paupérisation volontaire et voulue de notre peuple pour des besoins, pour des orientations hypothétiques. Mais il est notoire que le dialogue en gestation a bien se construit
le contour de son débat, vous le savez, qu'il s'agirait effectivement des enrôlements de nouveaux majeurs, essentiellement du calendrier électoral, des glissements éventuels du mandat présidentiel, ou de la possibilité d'ouvrir à M. Joseph Kabila un troisième, de briguer un troisième mandat politique. Alors, ou des problèmes liés au financement des élections. C'est bien cadré. Maintenant que vous avez dit que ça, ce sont des problèmes de gestion courante d'un gouvernement qui ne doit pas être le soubassement essentiel des dialogues en perspective, du dialogue en perspective, qu'allons-nous faire si eux, ils insistent sur leurs prévisions, sur leurs orientations? Qu'est-ce que nous, on doit faire? La révolution?